reçois aujourd'hui Monique Friedman, artiste peintre. Et au fond, le principe des énigmes partagées, c'est de se laisser enseigner par un artiste, par l'autre, autre que nos débats entre neurosciences et psychanalyse. Alors je partirai directement sur un point particulier que j'ai entendu dans une conférence que vous avez donnée, à laquelle j'ai assisté, et où vous avez fait une sorte d'apologie, d'éloge du hasard dans le travail artistique. Vous avez dit se servir du hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, se servir du hasard? Alors, se servir du hasard dans la peinture. Je crois que le rapport du peintre à son tableau est une sorte de complicité inouïe avec le matériau qu'il utilise, avec sa main, avec ses émotions. Et dans cette complicité, il y a effectivement un savoir-faire qui se construit à travers l'œuvre, et il y a aussi une attention extrêmement précise à ce qui peut se passer en dehors de sa volonté. Voilà. Oui, c'est ça que vous définir appelez un peu le hasard, parce que, au fond, qu'est-ce que c'est le hasard? C'est-à-dire, c'est en dehors de sa volonté, c'est-à-dire à son insu. Alors, c'est beaucoup plus complexe que cela, Oui, je pense. justement, on a le temps, on va aller doucement pour que puisque le but de votre venue ici, c'est de saisir la portée de cette phrase, se servir du hasard. Se servir du hasard, c'est-à-dire en même temps mettre en place un système qui permet que ce hasard arrive et être attentif à ce qui peut arriver. C'est-à-dire que ce qui arrive est à son insu, mais pas totalement. Donc, voilà. Oui. C'est-à-dire que cette contingence, hasard, enfin c'est des termes d'ailleurs qu'on peut peut-être creuser un tout petit peu, parce que c'est quelque chose qui se passe, déclenche en fait quand même en vous, dans votre, ce qu'on aime appeler, alors on peut l'appeler inconscient, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin quelque chose qui échappe à votre conscience et à votre volonté, déclenche quelque chose qui met en résonance et qui vous fait intervenir. Et vous avez parlé de complicité, je me demande, c'est presque un dialogue quand même qui se passe entre vous et, enfin avec l'artiste et le tableau, dans le sens que vous intervenez et il se crée de nouveau quelque chose d'autre qui suscite quelque chose dans cet inconscient qui ensuite, enfin, c'est vraiment un aller-retour. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un instant comme ça de sidération ou je ne sais pas, et puis le programme est mis en route et puis ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un événement initial et ensuite tout coule, ou bien c'est un dialogue en permanence selon ce que vous-même produisez sur la toile? Écoutez, les termes que vous utilisez ne sont pas les miens. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. Parce que la pratique de la peinture, c'est une pratique extrêmement particulière. Je me refuse d'utiliser le mot d'inconscient. Oui, voilà. Bien que, évidemment, bien sûr. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est pas de cela dont il s'agit. C'est là où il y a cette richesse incroyable de cette pratique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui résonne en vous? Vous ne savez pas. C'est-à-dire que ce qui résonne en vous, est-ce que c'est quelque chose qui préexiste dans l'épaisseur de ce que vous êtes, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui préexiste et que vous retrouvez par réminiscence, que la main retrouve? Parce que c'est la main qui agit. C'est la main qui agit. C'est pas... Enfin, chez moi, en tout cas, bien sûr, je parle de ma pratique, hein, évidemment. Ce n'est pas le concept, c'est la main qui agit. Et la main qui agit,
elle est extrêmement intelligente, mais elle est d'une intelligence autre que l'intelligence rationnelle qu'on utilise. Il s'agit d'autre chose, voilà. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une réminiscence ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas et qui ne peut exister que par l'expérience picturale? C'est difficile, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'approcher tout ça. Non, mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, en prononçant ce terme inconscient, j'étais moi-même pas entièrement convaincu que c'est le bon terme. Mais moi je serais assez pour penser que ça dépend de ce qu'on appelle l'inconscient. Hein. C'est-à-dire, si on le met par rapport à la conscience, évidemment, c'est sûrement pas un terme approprié. Si on met par rapport au terme en allemand, qui est unbewusst, c'est-à-dire à l'insu, hein, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et que peut-être, dans ce que vous dites, la main, à un moment, sait, par le geste, elle trouve un chemin, et au fait, vous composez avec quelque chose que vous ne savez pas. Ça, ce serait... Oui, mais cela voudrait dire... Mais c'est une question que je me pose et auquel je ne sais pas répondre. Et c'est peut-être ce qui fonde ma pratique picturale et qui fait que je retourne à l'atelier. C'est-à-dire qu'en fait, la main révèle... Elle est la révélatrice de quelque chose que vous ne savez pas, mais pour qu'elle soit révélatrice, premièrement, il faut que vous mettiez en place un certain dispositif, et deuxièmement, il faut que vous soyez extrêmement éveillé pour voir ce qu'elle révèle, mais est-ce qu'elle révèle quelque chose qui est de votre inconscient, qui serait en vous, au plus profond de vous-même, ou est-ce qu'elle révèle autre chose ? Même si ça passe par votre main. C'est là l'énigme. Oui, c'est beau ça. Oui. Mais je crois qu'en fait, bon, là, on va comme on fait une expérience, on fait une manip, on va essayer quelque chose, dans le sens que on parle, c'est vrai que le terme inconscient, boum, mis comme ça, c'est un peu un gros caillou, un peu difficile à gérer. Mais on a beaucoup parlé avec François aussi dans nos livres de l'inconscient, justement, et c'est là où j'hésitais à l'utiliser, qui est déterministe, qui est, pour utiliser un terme psychanalytique, automatone, c'est-à-dire qu'il y a une répétition de quelque chose qui est là et qui est un peu, oui, qui est déterministe et un peu lourd quelque part, ou alors l'inconscient, pour utiliser le terme psychanalytique, je suis neurobiologiste, mais je dialogue beaucoup. C'est un terme de Lacan d'ailleurs. C'est un terme de l'inconscient tuqué, c'est-à-dire l'émergence, c'est la production de ce que vous dites, c'est-à-dire de la surprise, voilà. le hasard, la contingence, la tuquée au sens d'Aristote. Bon, enfin, il ne s'agit pas d'utiliser ces mots qu'on les plaquerait dessus, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a de la répétition dans l'inconscient. Il y a de l'inconscient qui répète, c'est l'inconscient freudien classique qui nous détermine depuis cette autre scène qu'est l'inconscient. Et puis, là-dessus, il y a des surprises de l'inconscient, des surgissements. Donc, il y a à la fois répétition et en même temps surprise. Et au fond... n'est-ce pas un peu cela que vous dites? Oui, absolument. Mais cette surprise... Je ne veux pas vous amener dans mon champ, mais je dois dire que c'est tellement subtil. Oui. Non, je veux dire, c'est subtil. Comment dire? Ce dont vous parlez, faut-il encore qu'il y ait, comment dirais-je, la présence de l'artiste, son acuité, pour que l'artiste le prenne en charge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, l'obsession, elle est là, parce qu'autrement, un artiste, il ne retourne pas dans son atelier. Je veux dire, voilà, l'obsession, elle est là. On retourne dans l'atelier, on fait le tableau, on en fait un, on en fait un autre, on en fait un autre, on en fait un autre. Donc il y a une obsession incroyable. Qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qu'on traque sur le tableau de façon permanente? Oui, pour toute une vie, quoi. Toute une vie. En ce qui me concerne, toute une vie. Donc on ne peut que s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on traque. Bon, surtout quand on est un artiste abstrait, où il n'y a pas, disons,
quel est le sujet du tableau? Quand on est un peintre abstrait, voilà, on peut aussi se poser la question, quel est le sujet du tableau? Donc, qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qui se répète? Bon, quel est le sujet du tableau? Et aussi, effectivement, qu'est-ce qui fait que la surprise ne peut exister que si l'artiste en fait une œuvre? Donc, s'il voit la surprise, s'il en prend acte, s'il le gère après, pour utiliser un terme. Mais c'est étonnant, votre façon de le dire. Enfin, parce que je trouve que vous le dites très bien. Enfin, on n'a pas envie d'ajouter quelque chose, parce que c'est... Et puis que d'être lourd, quoi. C'est-à-dire de mettre l'inconscient, vous voyez. Mais je vais être lourd un moment, parce que ça me... C'est intéressant. Oui, ça me frappe beaucoup. Parce que si vous voulez, quand on dit la psychanalyse, bon, c'est quelque chose de répétitif. Voilà, il y a tout le problème de la demande qui peut virer à la plainte, que le sujet est encombré par ses propres constructions fantasmatiques. Enfin, il répète, il répète. C'est un dispositif répétitif avec les séances qui se suivent pour que se produise du nouveau. Et la présence de l'analyste est là pour pointer ce nouveau qui surgit, peut-être même interpréter ou même, comme dans la psychanalyse avec Lacan, faire une scansion, enfin marquer. Et ce que vous dites, c'est comme ça ressemble à une séance d'analyse. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de l'autre. Attendez, il n'y a pas l'analyste. Ouais, c'est vous attendez, avec vous-même et le tableau. Mais c'est ce que j'allais dire. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça va. Mais c'est important. Je disais, mais c'est comme si le peintre était en position d'analyste de quelque chose qui lui échappe. Oui. C'est-à-dire que c'est le peintre qui est comme analyste. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le peintre est seul dans l'atelier. Enfin, moi, encore une fois, je parle de ma pratique de peintre. Donc, c'est une pratique singulière. C'est de moi dont il s'agit. Un autre peintre parlerait différemment. Bien. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis seule avec mon tableau. J'ai mis en place toute une façon de travailler. On en parlera. Et ensuite, c'est moi qui ai fait le tableau, mais qui vais le regarder et qui va en déduire quelque chose. Et ce que j'ai à en déduire, moi, ce que je veux, c'est que ça continue à me donner, disons, la richesse pour en faire un autre tableau. Parce que si ce que je vois sur le tableau m'arrête et dit c'est fini, voilà. Donc, voilà, il y a une répétition. Et il y a un écart, quoi. Oui, il y a une répétition, il y a un regard sur ce que l'on a fait à son insu, mais pas totalement. Et il faut qu'il y ait une ouverture sur l'autre tableau. Oui, mais c'est pour ça que c'est une sorte de dialogue, d'aller-retour, quand même, entre vous et le tableau. Mais ça, pas vraiment. Pas vraiment. Là, vous le dites, mais au fond, quand vous êtes dans votre atelier, concrètement, enfin, ça se vit. Ça se vit et ça s'agit. Oui, ça s'agit. Ça s'agit dans le tableau. C'est-à-dire, vous vous dites, ça ne se dit pas dans ce rythme-là. Ça ne se dit pas dans un aller-retour. Oui, alors pourquoi, justement, vous dites? Parce que c'est du corps à corps. Parce que c'est du toucher, c'est du tactile, c'est de la main, c'est du regard, voyez. Et l'aller-retour dans cette forme de connaissance, c'est une forme de connaissance. Il faudrait trouver d'autres mots que l'aller-retour, parce que l'aller-retour, c'est didactique, c'est la balle de tennis. Oui, je vois ce que Or, vous voulez c'est dire. pas Non, ça. c'est créatif, c'est un aller-retour créatif. Oui, mais moi, j'aurais aimé qu'on trouve d'autres termes. Oui. Oui, des termes nouveaux, alors. Oui, à vous de jouer. Oui. des termes pas analogiques, qui ne font pas référence. Voilà. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'autres, alors, parce qu'avant d'inventer d'autres termes, j'ai besoin de
saisir. Il n'y a pas d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre dans quel sens du terme? Parce que vous êtes seul, mais ou bien il y a parce que là, quand vous dites qu'il y a quelque chose qui surgit qui est inconnu de vous, ça peut être vous qui ressurgissez, mais ça peut être quelque chose d'inconnu. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a un autre. Il y a de l'autre. De l'autre, et totalement énigmatique. Oui, il y a de l'autre. Oui. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand on est... enfin, vous avez parlé des séances de psychanalyse, enfin de la psychanalyse. C'est le psychanalyste, quelque part, qui va acter un mot, voilà. Mais il y a un autre. Oui. Dans l'atelier, il y a peut-être de l'autre, mais ce n'est pas un autre. Oui. Qu'est-ce que c'est de l'autre? Alors, je dirais, pour entrer au fond, l'autre, c'est aussi l'énigme de ce qui est produit, de ce qui est acté. C'est-à-dire que ça, c'est une énigme partagée. Oui, mais l'autre, tu peux dire aussi... L'énigme partagée, c'est le travail du peintre, oui. Oui. Non, mais bon, pour prendre maintenant l'angle un peu plus neurobiologique par rapport à ce qu'on discute souvent entre nous, c'est que finalement, il y a toute l'expérience. Vous disiez, il y a une connaissance. On peut dire c'est l'expérience, c'est toutes les années de travail qui laissent des traces, enfin, ou les expériences vécues qui quelque part s'inscrivent dans le cerveau, et puis qui, à un moment donné, pour reprendre ce terme de surprise, ces traces, elles sont là quelque part dans les réseaux neuronaux, et puis quelque chose fait que, à partir de qui se passe sur le tableau, il y a une synchronie, une mise ensemble de certaines de ces traces, et qui vont faire acter la main d'une certaine manière, et que finalement l'autre il est là, parce que l'autre il s'est inscrit avec le temps, par l'expérience. Donc c'est un peu ça. Il y a un rendu de l'autre, des autres, de l'autre au sens bien sûr. par la main, qui est déclenché par ce premier instant de surprise. Et puis c'est voilà, c'est la synchronie. C'est la synchronie, l'association de traces en synchronie qui produit quelque chose, qui surprend. Enfin, je prends ce thème parce qu'il revient souvent dans nos discussions. Oui, ça irait bien comme terme, une création d'une surprise. Parce qu'on peut dire, au fond, dans le travail analytique, on s'entend parce que quelqu'un nous écoute, on se met à s'entendre. Alors que si on se parle à soi-même ou à un mur, comme disent certains, je parle à un mur, on ne s'entend pas. Donc il faut une présence incarné, enfin, il y a quelque chose qui se passe juste dans l'instant. Enfin, c'est une psychanalyse, c'est une praxis, quoi. C'est une manière de faire. On fait des choses. On n'est pas là comme dans une réflexion sur les sources inconscientes du comportement et tout. C'est une expérience au présent, en direct, qui au fond ressemble un peu à ce que vous définissez. C'est-à-dire que on est seul avec la toile. La matière aussi. Bien sûr, la couleur, la matière, la toile, enfin, toutes sortes de conditions. Puis surgit quelque chose dans la synchronie. Mais qui surgit de quelque chose qui est... Parce que vous disiez, d'où vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas là? Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a cette multitude de traces, et puis tout d'un coup, certaines se mettent ensemble. Donc ça vient de nulle part, mais en même temps, ça vient de quelque chose qui est là et qui simplement s'associe. Ces traces s'associent et s'expriment d'une certaine manière et de manière surprenante. Et à un moment donné, ça pourrait être un type d'association, enfin de mise en réseau de ces traces, et à un autre moment, le même jour, mais plus tard, avec une autre lumière, un autre état du corps, un peu endormi, un peu éveillé, je ne sais pas. Ce serait autre chose qui viendrait peut-être. Je ne sais pas. Oui, il y a aussi il y a une dimension dont on n'a pas du tout parlé, qui est très importante. C'est en fait l'autre, parce que la peinture, c'est un langage. Et l'artiste construit sa langue, construit son langage. C'est pas... Parce que quand on parle comme ça, on pourrait croire que l'artiste, il est là avec son pinceau et vlam, vloum, vloum, oh, la surprise.
C'est pas ça du tout. Non, Non, mais c'est important de le dire, parce qu'après tout, ça pourrait. C'est pas ça du tout. C'est une lente construction d'une langue avec, qui s'élabore dans le travail des années après des années. Mais elle s'appuie sur l'histoire de la peinture. La peinture, c'est une langue qui remonte extrêmement loin, qui a une histoire. Et on ne peut pas peindre si on est complètement imprégné de cette histoire. On est complètement... on est dans l'histoire de la peinture. Moi, je suis dans l'histoire de la peinture. Je veux dire, quand je regarde un peintre, c'est Gauguin, je pense à lui tout d'un coup, c'est plus que de la familiarité. Puisque je parlais de complicité, c'est une complicité incroyable. C'est-à-dire, je sais comment il a mis son rouge, je sais... Enfin, voilà, j'ai une sensation, une connaissance, une émotion, mais comme c'est de l'autre, mais on parle la même langue. Donc ça, c'est quand même très important, il ne faut pas l'oublier. Si on essaie de comprendre, s'il y a de l'autre, voilà, quand j'ai fait ce polyptyque au Louvre, comment dirais-je, en regard et en hommage au polyptyque de Sasetta, qui est donc ce peintre siennois de la Renaissance siennoise et dont les œuvres ont été, qui a été un des plus grands peintres, un rétable qui a été ensuite totalement dispersé, fragmenté. Enfin, il y a toute l'histoire de ce rétable. J'ai travaillé pendant 1 an complètement en dialogue avec lui. Là, c'est un dialogue. Là, il y a de l'autre. Là, il y a... Oui. Vous voyez, j'ai fait toute une série qui s'appelle Des saisons avec Bonnard. C'est aussi... voilà, je vis avec Bonnard, avec ses tableaux, bien entendu, pendant 1 an, 2 ans. Je suis complètement dans sa couleur, dans sa sensation, du moins ce que j'en pense. Hein. Peut-être que je suis à 1000 lieues de ce qu'il a voulu faire, mais bon, il a bien dit qu'il voulait transmettre sa peinture comme des ailes de papillon aux peintres qui allaient venir. Donc j'ai le droit de le ressentir comme je le souhaite. Mais c'est quand même, en même temps, une sorte d'innocence vis-à-vis de soi-même. Et il faut laisser venir ce qui vient. Et en même temps, on travaille avec une langue qui a une histoire extraordinaire et où le temps n'existe pas. Pour moi, le temps n'existe pas. Quand j'ai eu la chance d'aller dans les grottes de Lascaux, à l'époque où c'était Lascaux, avec celui qui l'a découvert, maintenant qui est un très vieux monsieur, on était 2 personnes avec lui, je peux vous dire que l'émotion dans la grotte de Lascaux, l'émotion, c'est un tremblement de terre. Vous vous dites, mais je comprends ce qu'il a fait avec son fusain sur cette paroi à suivre cette surface. Je comprends pourquoi il a dilué, je comprends tout. Et donc le temps, il est pulvérisé. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc c'est ça aussi l'expérience de la peinture, c'est que le temps explose. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on peut en faire en neurologie. Dans nos recherches les uns les autres. Mais moi, je vous parle de non, mais moi. cette question bon, là, vraiment, alors, je pars dans un terrain complètement spéculatif, mais cette question comment dire, vous dites le temps n'existe pas, enfin, je suis vous n'avez pas dit communion, mais en complicité avec... C'est à se demander, et il y avait quand même, bon, vraiment là je fais une parenthèse, je ne sais pas où ça va aller, mais si tu prends Warburg, qui pensait qu'il y avait des invariants dans l'art, qui est une sorte d'expression c'est très neurobiologique, on pourrait se dire, parce que finalement, il y a le système visuel qui capte la réalité. Et ensuite, il y a probablement des formes dans cette réalité et ça on le sait, il y a des neurones qui répondent à des orientations différentes, à des angles, à des mouvements. Le cortex visuel humain est extrêmement raffiné, justement. Et on peut se dire que peut-être, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait des gens qui vivent sur une autre planète, qui ont un cortex, admettons qu'ils soient plus ou moins faits comme nous, mais qui ont un cortex visuel différent,
différent, il y aurait d'autres types de représentations et d'invariants. Et donc, quand vous dites que Lascaux, c'est il y a longtemps, je veux dire, Gauguin, Bonnard, c'est plus récent, mais enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de constance dans ce qui est presque, qui est neurobiologiquement, basé neurobiologiquement. C'est étonnant ce que tu dis, parce que, au fond, Warburg, il a parlé, comme théoricien de l'art, de survivance. Nachleben. Et il disait, au fond, il y a quelque chose, quand vous disiez, il y a quelque chose d'inconnu qui passe à travers moi, et qui est peut-être pas moi, enfin qui n'a rien à voir avec votre même votre ego, vos signifiants personnels, mais quelque chose qui dépasse. Lui, il avait cette idée, enfin, il faisait ces dispositifs qu'il appelait mnémocine, enfin pour prendre la déesse de la mémoire. Il avait une fascination pour la mémoire biologique. Richard Semon, qui était un théoricien des engrammes à la fin du 19e siècle. Enfin, bon, bref, on ne va pas faire un cours sur Warburg. Mais enfin, ça touche à un point que vous énonciez, c'est-à-dire que passe à travers le peintre, à travers son acte, à travers le geste, à travers peut-être aussi les matériaux qu'il utilise, les couleurs, quelque chose qui est de l'ordre d'une survivance. Et Warburg, il cherchait les lois de cette survivance, de cette... Pourquoi vous tiquez? Enfin, non, parce que le terme survivance, c'est un terme très fort. Oui, lui, il utilise ce terme que Nachleben. Mais là, ça peut jouer, pour moi, dans mon histoire personnelle, mais bon, ça n'intéresse que moi. Mais est-ce qu'il y a... Mais c'est beau, parce que la survivance, si vous voulez, c'est l'idée... donc à partir de là, il mettait dans ses tableaux mnémocines des œuvres de différentes époques. Il aurait très bien pu faire ce que vous venez de faire. Oui, c'est pour ça que ça m'a touché. C'est-à-dire l'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est Lascaux, c'est Bonnard, c'est lui, il mettait Lascaux, il aurait pu mettre Lascaux, Bonnard et vous. Ah, ça c'est formidable, je connais pas dans le tout, même tableau qui est au fond anachronique, enfin dyschronique, plurichronique, je ne sais pas comment le dire, et qui mettait ensemble ces différentes constructions. Il était dans cette recherche. Alors, et il interrogeait la biologie, parce qu'il voulait faire ce qu'il appelait la science sans nom, c'est Agamben qui dit ça, une science qui mettrait ensemble l'art, l'anthropologie, la psychologie, la philosophie et la biologie. D'où l'idée que ça passait par une mémoire biologique. Est-ce que vous pouvez me redire le nom de... Je ne connais pas. Abi Warburg. Abi Warburg, qui est un théoricien de toute l'école de Warburg, avec Panofsky, enfin, Gombrich, qui sont les descendants. Lui, il a très peu écrit, mais il a énoncé des choses... C'est pour ça que quand vous avez parlé d'abord de l'autre, puis ensuite de l'absence de temps, et que vous sentez, vous comprenez même, je crois que vous avez dit, ce que le peintre de Lascaux avait en tête. Vous avez parlé ensuite de ce peintre de triptyque de Sienne. Comment il s'appelle? Saceta. Ah, Saceta, oui, pardon. J'avais voilà, Saceta. Oui. Ensuite. Prononcé à l'italienne, bon. ça, ta mémoire. Saceta ou Saceta. Saceta. Ensuite, Gauguin. Et que vous m'avez dit que ça m'a vraiment fait surgir ces notions de Warburg, Nachleben, je trouve que c'est très joli. Moi, je le prends du point de vue neurobiologique, je dis c'est des invariants qui restent à travers, comme si c'était quelque chose d'inscrit dans la biologie, et où dans la biologie, moi je pense c'est dans le cortex visuel, il y a des formes qui nous touchent beaucoup plus que d'autres. Et qui suscite peut-être aussi quelque chose, ou bien qu'on capte plus facilement que d'autres. Et qui est en fait une création. C'est-à-dire, c'est recréer, c'est créer, recréer, répéter différent. Enfin, je ne sais pas comment... C'est-à-dire que la théorie de Warburg date de la fin du 19e et des années... Enfin, le mnémocine, c'est proche de sa mort. C'est en 29, c'est dans les années 20. Il était... d'ailleurs hospitalisé en psychiatrie chez Binswanger dans la région de Zurich. Là. Et au fond, parce que tout ça lui a compliqué peut-être. Enfin bref, on ne va pas commencer son intimité à lui. Hein, mais enfin, c'est intéressant parce que Warburg
au fond, était à l'époque Ça, alors. de Freud, de Jung, mais il n'a jamais parlé d'archétype. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée Voilà. d'une racine Oui, non, ça, c'est originelle pas qui bien. Oui, deviendrait. oui. C'est une recréation différente. Voilà. De la même logique, voilà, si vous mettez le peintre, la toile, la matière, le geste. Ça, c'est intéressant. Mais quelque part, alors moi, Ça, c'est intéressant. je Oui. viens du côté neurobiologique, pour que ça reste aussi constant, c'est qu'il y a un cadre biologique pour ça. Pour que quelqu'un du 21e siècle puisse ressentir et comprendre le geste de quelqu'un qui a dessiné ça il y a plusieurs milliers d'années, C'est incroyable. ça veut dire que c'est comme, enfin je caricature, mais c'est comme marcher, on marche tous un peu différemment, mais globalement le système moteur, il marche d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est incroyable Donc, quand même. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est ça. Voilà, là je pousse un peu le raisonnement, mais pourquoi pas, enfin je veux dire. Là, Non, mais Qui est quelque chose qui est une base biologique à cette constance, à ces invariants, à ce Nachleben, à ce que vous nous décrivez quand vous voyez les dessins de Lascaux. non, mais les peintures de Lascaux, on sait toute la littérature qu'il y a autour, hein, mais bien sûr que vous pouvez vous projeter, que c'est purement peut-être que vous vous trompez complètement. Peut-être que je me trompe complètement. On est dans voilà, la manip, là. On est Oui, en train de faire. mais voilà, peut-être que c'est pas du tout ça qu'il a voulu faire, le bonhomme. Mais quand même, il a mis une émotion incroyable dans le trait le trait est émotif. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un trait mécanique. Non. C'est un humain qui a fait ce trait avec comment dire, des fléchissements, ça appuie là, ça appuie moins là, c'est plus large ici, c'est plus fin ici. C'est un humain qui a fait ceci, cette ligne ondulante et sensible. Presque un peu, moi je sais pas, là moi je trouve que c'est extrêmement moderne, ces dessins de Lascaux. C'est comme stylisé, c'est comme on ferait ça de manière, ça parle énormément. Mais moi j'ai une question, je ne sais pas, juste pour la discussion. Moi je trouve justement ces dessins Lascaux très modernes. Et puis par exemple j'ai découvert il y a quelques années au musée du Vatican les fresques romaines qui sont extrêmement modernes aussi. Je crois même qu'il y a de la perspective. Mais moderne, c'était pas Le le mot bon moderne, terme. Il j'aime faudrait pas dire, trop. Non. c'est-à-dire contemporain Non, ou bien moderne, c'est pas bon. hors du temps, enfin, Hors du que temps, ça voilà. dépasse. Non, mais moderne, c'est faux. Ça, C'est faux, c'est ouais, juste. parce que ça veut Mais dire contemporain. que ce serait une mode Non. moderne. Voilà. Mais au fait, là, ce serait plôt que ça échappe au temps. C'est Ça exact, échappe, c'est une erreur. Mais comment est-ce qu'on explique que vous avez après des peintures du Moyen Âge où on a l'impression que c'est très naïf, c'est très... enfin, oui, mais parce qu'on ne sait peut-être plus les lire. Oui, Il faut alors rester voilà. très longtemps, comme Daniel Arras le disait, il faut rester très très longtemps devant un tableau pour arriver à avoir, au fond, ce que vous nous transmettez depuis votre expérience, c'est comment composer avec ce qui nous échappe, enfin, avec ce qui nous dépasse. Enfin, il faudrait trouver un mot qui donne pas trop une valeur en plus. Enfin, je sais pas si... Non, mais parce que quand il dit composer avec ce qui nous échappe, mais enfin, composer avec une part... parce que c'est ça qui, certainement, touche énormément dans une œuvre. C'est qu'elle révèle quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire qui nous dépasse. Moi, ce que je trouve frappant, c'est la difficulté qu'on a à trouver les termes justes dans cette discussion. Mais c'est ça qui est formidable, parce qu'en définitive... Parce qu'ils sont presque, enfin les miens en tout cas, ils sont presque tous faux. Mais parce que... Pratiquement tous, je dirais. Oui, justement. Mais bon, ça suscite... Mais parce que justement, la peinture n'est pas du domaine de la parole. Ouais, exactement, je pense que c'est ça. Et comment en parler ce qui est très... Voilà, la peinture n'est pas du domaine de la parole. Mais par contre, ça produit de la parole. Oui. Ça produit du commentaire. Ça donne envie de parler. Non, mais c'est vrai que c'est un autre...
c'est un autre lieu de la connaissance Absolument. que la parole. C'est pour ça que vous butez sur quelque chose, parce que justement, c'est intéressant, c'est pas un hasard que vous butez sur les mots. C'est très intéressant qu'on n'arrive pas à trouver les mots. C'est ce que vous dites depuis... je vous provoque. mais vous l'avez dit à moi aussi, que les mots ne vont pas, que ce mot inconscient, ça va pas, hasard, ça va pas, contingence, c'est trop compliqué, tuqué, c'est encore pire. Et voilà, donc en fait, on voit que il y a une énigme. Là, on est vraiment... La seule chose qu'on fait, c'est une énigme partagée dans ce moment. Hein, c'est-à-dire on partage une énigme et puis qu'au fond, par rapport à une œuvre, quand on n'est pas le créateur de l'œuvre, mais finalement, vous dites, c'est aussi le cas du créateur de l'œuvre, il y a une part d'énigme. C'est ça qui transmet. C'est cette part d'énigme qui permet que l'œuvre continue. Oui. Voilà. Si cette part d'énigme était clôturée, et clôturée pas simplement par l'artiste qui parle, mais clôturée dans l'histoire de la peinture, si cette énigme était clôturée, il n'y aurait plus de peinture. Comme l'énigme n'est pas clôturée, malgré ceux qui disent que la peinture est morte, la peinture n'est pas morte. Parce que cette énigme, elle est abordée par d'autres. Je ne dis pas que par les peintres, loin de là, loin de là. Mais elle n'est pas clôturée. Et c'est ça qui est essentiel au travail de l'artiste, peintre en particulier, c'est-à-dire de mettre en jeu. Et là, vous le faites au fond concrètement. Si vous nous parlez un peu du travail sur Saceta, c'est-à-dire concrètement, vous mettez en jeu l'énigme de, je sais pas, de la couleur, qu'est-ce que vous avez pris. Je mets en jeu en plus une énigme qui est d'autant plus pour moi difficile, c'est que Saceta, il y a toute une iconographie religieuse très précise. C'est un peintre chrétien qui met en scène, vous voyez, c'est magnifique, la Vierge, l'enfant, les anges, enfin tout ce qui fait le rétable italien. Et que moi, j'essaie de voir au-delà de... Parce que je sais qu'il y a mis autre chose, même si c'est une œuvre de commande, je vais au-delà du sujet qui ne fait pas seulement l'œuvre. Voilà. Et donc, c'était d'autant plus difficile que, étant un peintre abstrait du XXIe siècle, comment je ressens ça et comment je le retraduis et comment je fais face, puisque c'était dans le salon carré, face au chef-d'œuvre de la peinture italienne, Uccello, Giotto, Botticelli, tous, comment je fais face. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie d'ailleurs. Voilà. Comment je fais face à la peinture. Oui, vous étiez avec... c'est vrai J'étais en bonne compagnie. Il y a beaucoup d'autres, là. Beaucoup d'autres. Vous qui disiez qu'il n'y avait pas d'autres, tout à coup, il y a Giotto, Saceta, Uccello. À qui j'avais des comptes à rendre. Oui. Non, c'était question d'ouverture d'une énigme, quoi. C'est-à-dire dans la répétition... même de thèmes picturaux, d'un maniement de la peinture, de travail de la toile, il se crée quelque chose qui révèle ce qui échappe. Au fond, l'au-delà de la peinture. Peut-être. Mais qui n'est là que dans la peinture. Mais qui n'est là, qui ne peut exister que dans la peinture. Voilà. Peinture que l'on partage dans l'histoire de la peinture. Mais alors, vous disiez qu'en fait... l'énigme continue de tableau en tableau. En fait, alors bêtement, une question purement technique, quand est-ce que vous décidez ou vous sentez que ce tableau est terminé et que vous êtes prêt pour un autre et autre chose? Ça, c'est bon, une question un peu plus technique, journalistique. C'est important. Mais c'est quand même... Et oui. Parce que ce qui me frappe, c'est que vous dites justement que l'énigme, heureusement, continue et que vous êtes lancé sur le suivant, mais à quel moment vous dites, bon, là, j'arrête celui-là, puis je pars sur un autre ou... Ça y est. Ça y est. Là, voilà. C'est aussi une surprise, finalement, un surgissement. Ça y est. Ça y est.
Mais alors Donc, là, il y a une fin du tableau, c'est ça. Comme il y a une fin de psychanalyse, enfin, elle doit être laissée dans cette C'est fini. ouverture. Et parfois, vous savez, je suis en train de travailler et je me dis, il faut que tu partes très vite, que tu foutes le camp, que tu fermes l'atelier et que tu t'en vas. Parce que tu vas tout foutre en l'air. Je pars en courant. et j'ai raison, parfois. Et parfois, je reviens le lendemain et je continue. Si vous restez, il se passe quoi? Je détruis. Ah oui. Enfin, je détruis. Je fais un geste qui fout tout en l'air, quoi. Où je mets une couleur qui oblige de recommencer pour ressaisir à nouveau ce qui échappe. Oui. C'est ça. Oui, mais pas forcément sur le même tableau, parce que parfois, il est cuit, comme on dit. Il ne vit plus. Le tableau, il vit de ce qui lui échappe. Peut-être. Ou de ce qu'il révèle que quelque chose échappe. Mais pas simplement. Parce que le paradoxe, c'est que ça doit échapper à l'artiste, mais ça doit aussi, en même temps, être totalement présent pour celui qui regarde, et ça doit lui échapper aussi. Ouais. Pour que ça fonctionne aussi dans l'émotion de celui qui regarde, il faut qu'il y ait une présence immédiate, extrêmement forte du tableau. C'est ce que vous avez tous ressenti dans l'émotion esthétique. Quand vous regardez un tableau et qu'il vous touche, il faut qu'il y ait une immédiateté, une intemporalité et en même temps qu'il y ait quelque chose du tableau et de vous-même qui vous échappe en le regardant. Oui, c'est ça. Bon, il y a presque une dimension sacrée dans ce que vous dites. Parce que Marie-Josée Monzin, qui est venue d'ailleurs aussi ici à Galma, elle écrit sur l'icône et tout ça, que dans tout ce type de peinture sacrée, il y a un vide au cœur de la représentation. En même temps, c'est des représentations très codées, qui correspondent à des sermons, enfin, des textes, des choses. Mais en même temps, il y a un vide contenu dans la représentation, et que c'est ce vide, finalement, qui opère l'expérience. Ce n'est pas une représentation, c'est une figuration qui passe par un vide. C'est d'ailleurs présent pour le mystère le vide pouvant être une couleur extrêmement pleine. Oui. Le vide dans un tableau, ce n'est pas forcément l'absence de couleur. Non. Vous pouvez avoir un rouge de Rothko absolument d'une profondeur incroyable et présent, qui malgré tout vous amène à ce qu'on pourrait appeler le vide. Mais encore faut-il définir ce que l'on met dans ce terme. Mais c'est peut-être ça qui fait justement que certains artistes nous parlent et d'autres pas. Et puis, je prends un exemple vraiment terre à terre, mais il y a ces fameux tableaux, ces scènes des sous-bois, enfin ces tableaux industriels comme ça, qu'on trouve dans les marchés, qui sont faits, ils ne sont pas industriels parce qu'ils sont faits à la main, mais enfin je veux dire, c'est un bois avec un fleuve, un cerf, enfin des scènes bucoliques, mais qui veulent... Ça vraiment, il n'y a rien qui échappe là. C'est bouclé, ficelé, puis ça fait rien. Parce que c'est une image. Oui, c'est une image, voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'est une image. C'est une image. Or, dans le tableau, c'est pas une image, même s'il y a de l'image. Oui, oui, même si... Et d'ailleurs, dans les films, les films que l'on peut... qui sont très puissants, il y a de l'image, mais c'est pas de l'image. C'est pas totalement, c'est pas uniquement de l'image. Donc le tableau n'est pas une image. Le tableau n'est pas une image. Voilà.